Bretagne, dans la baie d'Audierne, vers l'âge de 5 ans. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie jusqu'à 9 ans, à Lifou, l'une des îles Loyauté. Ensuite, Brest, où j'ai fait mes écoles secondaires et de faculté en philosophie, après avoir été 2 ans et demi instituteur. Et on m'a proposé de prendre la direction d'un centre de langue française à Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 1992, c'était à ce moment-là, il y a eu un événement très important, ça a été la fin de la pêche à la morue, avec un moratoire qui a duré 5 ans, qui interdisait la pêche de ce poisson pendant 5 ans, parce qu'il était au bord de l'extinction. Donc, ils se sont aperçus sur cet archipel qu'ils ne vivaient que de la pêche à la morue. Qu'ils avaient une autre richesse qui était la langue et la culture française. L'État et les pouvoirs locaux ont créé un centre de langue dont j'ai été le premier directeur en fait, et qui accueillait des Canadiens anglophones et des Américains pour qu'ils apprennent le français ou qu'ils se perfectionnent en français en France, puisque c'est l'outre-mer, et sans traverser l'Atlantique. Donc là, j'ai écrit plusieurs livres sur les grandes villes d'Amérique du Nord. Au Canada et aux États-Unis, donc les Veuves de Verre, Digues de Ciel, puis un 3e volume à paraître, et qui sont des livres écrits dans la rue, exactement comme j'écrivais dans la nature. Sur les oiseaux, moi je décris les hommes dans la rue, avec la conscience qu'ils sont aussi fugitifs que les oiseaux et qu'ils ne font que passer. J'écrivais sur le moment, sur le motif, et jamais après coup, quoi. C'est pas des souvenirs. Une fois que je rentrais à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'écrivais plus sur mes voyages. Donc par contre, je retravaillais, bien sûr. Parallèlement à ça, j'ai eu l'occasion d'écrire beaucoup sur la nature en Amérique du Nord aussi, des endroits où il n'y avait personne, comme le Terre-Neuve, qui est juste à côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le Labrador, par exemple, qui est l'endroit le plus sauvage sur le continent nord-américain. Je parle du continent, non pas des îles. Donc, beaucoup plus sauvage que l'Alaska. Et à chaque fois, j'écrivais. Donc j'ai tout un inédit sur le Labrador, qui est un vrai livre, en fait, qui paraîtra dans le 3e volume de mes écrits de nature. Donc je menais en parallèle une écriture sur les grandes villes, très urbaine, mais pas seulement dans la thématique, mais aussi dans l'approche beaucoup plus dure, plus noire, plus personnelle. Et une écriture sur la nature qui est beaucoup plus contemplative, en fait, même si ça repose davantage sur la documentation, voire la documentation scientifique, que sur le sentiment. C'est pas une sorte de sentiment comme ça, flou, purement subjectif. Ça repose toujours... Moi, je me suis toujours beaucoup documenté, en fait. C'est-à-dire que derrière chacun de mes textes, il y a 3 sources, en fait. Il y a ce dont je parle, la réalité, parce que je pars toujours de la réalité. C'est la réalité qui me fait démarrer le texte. Il y a mon état d'esprit personnel qui varie selon les moments, selon mon âge, selon ce qui se passe dans ma vie, et qui est un filtre aussi, qui me permet de voir la réalité d'une certaine façon. Je la vois en fonction de mes émotions du moment, de mes humeurs, de ce qui se passe dans mon existence. Et la 3e source, c'est tout simplement la documentation. Si on ne connaît rien du monde, notre écriture, elle trouve sa limite très vite, hein. J'ai commencé par écrire de la poésie dans les années 70, poésie en vers. Il y a eu un moment important dans mon écriture qui a été le passage du vers à la prose. Tout simplement parce que la prose me permettait de dire plus de choses, de m'étaler davantage, mais j'avais une plus grande impression de liberté. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire sur le paysage et à écrire en extérieur, en parcourant des paysages immenses. Ou alors au point fixe, quelquefois en restant sur place et en décrivant tout ce qui se passait autour de moi.
J'ai travaillé comme ça dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ça a été un livre qui s'appelait Traque passagère, qui était donc écrit sur les traces de la révolution industrielle anglaise, à la recherche des libellules, parce que ces insectes recolonisaient les endroits qui avaient été travaillés par l'homme. Et en particulier les villes fantômes, des mines d'étain, etc. Et j'ai aussi beaucoup écrit en Bretagne, un livre dans la région de Vannes, Séné, Noyalo, donc un livre qui s'appelle La folie des saules. Et entre-temps, j'avais pris une année sabbatique pour aller en Écosse, où j'ai passé un an entier, où j'ai écrit un très long texte qui s'appelle Le pays voilé, et qui sera dans le deuxième volume de mes écrits de nature. Et où alors là, j'alterne les écrits au point fixe, et surtout les parcours de paysages immenses, les montagnes, les estuaires, les îles, les forêts. Surtout la montagne. Le personnage du pays voilé, c'est une montagne, le Ben Wyvis, qui est la plus haute montagne sur la côte est du nord de l'Écosse, dans les Highlands, et qui est un massif montagneux à elle seule, complètement isolé du reste. Il y a 7 sommets comme ça qu'on voit sur l'horizon et qui sont totalement impressionnants, quoi. Bon, j'étais prof de philo à l'époque, et j'écrivais comme ça pendant les vacances, quoi. C'était bon, quand on est jeune, on peut faire les deux, parce que être prof de philo, c'est un métier très dur, hein. C'était 40 élèves par classe, hein. Il faut que le lieu me parle. Mais a priori, ça peut être des lieux très divers, hein. Très très divers. Et que je m'y sente bien ou mal d'ailleurs, mais qu'il y a une relation forte entre l'auteur et le lieu, quoi. Et, que le lieu me renverse d'une certaine façon, et aussi qu'il me procure quelque chose, une émotion nouvelle, enfin, que j'ai l'impression de pouvoir dire quelque chose de nouveau et en même temps d'avancer dans un cheminement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'il faut le faire à l'infini, quoi. Il faut se méfier de la répétition, parce que la répétition donne des textes de moins en moins bons, hein, forcément. Donc je me déplace un peu dans tout ça quand même. À 10 ans près, on n'est pas la même personne. À 20 ans près, on n'est pas la même personne. Si on dit une chose et qu'on dit le contraire 20 ans après, moi j'estime que ce n'est pas une contradiction. C'est juste une évolution. Notre regard sur les choses change, et quand on écrit, ça se sent vraiment. Je suis tombé amoureux de ce lieu comme beaucoup de gens qui le connaissent, c'est-à-dire très peu de gens. Les gens qui connaissent ce lieu en sont marqués de manière indélébile, c'est clair. C'est un lieu exceptionnel. Après Saint-Pierre-et-Miquelon, je suis resté 18 ans, hein, et je suis revenu en France en 2010. Alors, ça coïncidait avec la retraite, hein, et là, je n'avais plus qu'une chose à faire, c'était écrire, en fait. Je suis passé par Ouessant, où j'ai eu la chance de pouvoir occuper pendant 4 mois le sémaphore du Créache. J'ai écrit là La chambre de veille, qui était donc une sorte de sas entre... je passais d'une île à une autre île, Saint-Pierre à Ouessant, mais Ouessant c'est aussi en Bretagne, donc je revenais en Bretagne avant d'arriver à la Bretagne intérieure. Donc c'était une sorte de plusieurs sauts de puce comme ça qui m'ont amené aujourd'hui en Bretagne intérieure. Je n'étais plus qu'écrivain, quoi. Comme j'étais tellement isolé du monde, j'échappais totalement à toutes les influences littéraires, même si je lisais un peu ce qui paraissait, mais j'étais trop loin en fait. Donc j'étais coupé des influences parisiennes et bretanes. C'était comme une sorte de plante hors sol en fait, sur le plan littéraire.
Et je ne pouvais me nourrir que de mon propre sol. C'est-à-dire que je l'avançais en me corrigeant moi-même, et comme sous cloche, quoi, dans une bulle. Donc un jour, j'ai fini ce manuscrit qui s'appelle Les Veuves de Verre, qui porte sur les grandes villes. Les Veuves de Verre, c'est une métaphore des gratte-ciel en verre et en acier. Donc Nadeau récupère tous les gens qui n'ont aucune chance ailleurs, en fait. Mais en même temps, c'était un éditeur extrêmement exigeant. Et donc moi, j'y croyais pas. En plus, j'avais cette espèce de complexe du provincial par rapport à Paris. Je me disais que j'avais aucune chance, puisque j'étais forcément moins bon. Et Nadeau avait des montagnes de manuscrits, on peut dire des gratte-ciel de manuscrits. Je l'ai envoyé, et il l'a pris en 8 jours. Tout de suite, il m'a dit, j'ai sauté dessus. Donc, parce que justement, c'était arrivé à un tel point de différence par rapport à ce qui se faisait ailleurs que moi, je ne le savais pas, je ne pouvais pas le voir. Mais lui, il l'a vu tout de suite. Mais c'était quelqu'un aussi qui avait un sens de l'amitié incroyable. Alors ça, c'était juste avant mon arrivée. J'ai envoyé le manuscrit en juin 2009. J'étais à Saint-Pierre. Je prenais l'avion une semaine après pour aller à Paris. Mais je l'ai envoyé depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Quand je suis rentré en France en juillet 2010, j'étais déjà sur la crête de la vague. Donc après, bon, je rentrais et après, j'avais plus qu'à enchaîner. Et donc la première et la deuxième année de mon retour, ça a été quasiment que ça, quoi, la médiatisation, et j'ai continué à publier. Donc il s'intéressait beaucoup aux livres sur Ouessant, donc il le suivait, et je lui racontais ce que je faisais au jour le jour. Et tout. La reprise des pierres par les plantes crée un effet de mirage. Le vert cru des fougères occulte les différents plans d'un retrait où clignote un doute sur le visible, une amnésie des aperçus, un passage de lumière fugitive. On ne sait trop ce qui se rétracte et quelle eau pétrifiée se reflète sur les parois ourlées de scolopendres et du flottement oriental de la Dryopteris emula. Qu'y a-t-il sous les mousses, entre l'appréhension des racines, sur le miroir des surfaces, brusquement dégagées par un clin de lumière? S'agit-il de fissures, d'idéogrammes, de gorges creusées par l'homme, d'une fission de la roche dans la source qui marque le cœur battant de la carrière et s'écoule par un chemin d'ardoise? Sur la terrasse inférieure, l'ombre se condense, même en plein jour, et, comme alourdie, attend le retour de la nuit. Elle guette de derrière la sauvagerie des jardins suspendus. Elle est toujours verticale et laisse aux rousseurs des hêtres, des chênes, aux bogues de châtaigniers, le soin de divertir notre regard comme des leurres sur le sol.